Aujourd'hui, c'est ma première vidéo longue et en fait, j'avais tout simplement envie de vous mettre la vidéo d'une conversation que j'ai eue avec Laurane. Laurane, c'est qui? C'est une créatrice de contenu qui fait du contenu make-up et mode avec un style hyper affirmé qu'elle décrit elle-même de maximaliste et de coloré. Moi, si je devais décrire son style, je dirais plutôt que she dresses for the girls and the gays but never for the boys. Bête de phrase. Avec Laurane, j'ai eu la possibilité d'aborder plein de sujets. D'abord, la construction de son style, son rapport à la mode, mais aussi son rapport au capitalisme, puisque c'est une créatrice de contenu assez engagée qui tente d'aborder autant la fashion et le make-up, qui sont quand même des industries, que la réalité de ses convictions, qui peuvent parfois entrer ensemble dans une espèce de truc assez contradictoire. On a parlé de ce contradictoire, on a aussi parlé de l'impact que les regards des autres avaient sur nous, regards de nos amis, de notre famille, voire même des inconnus sur les réseaux sociaux. Comme vous juste là. Ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec Laurane, d'avoir une conversation entre Hot Girls Only. Non, Chloé Gervais, ne me poursuis pas en justice, promis, je ne vole pas ton concept. Mais aussi d'avoir une conversation avec quelqu'un qui fait preuve de suffisamment d'honnêteté pour partager ses questionnements personnels, voire même éthiques. Je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à la fin de cette dernière. Comment t'as commencé à faire du contenu du coup sur les réseaux? Moi, ça fait 3 ans que j'en fais. J'ai commencé à un moment où En gros, ça fait depuis que je suis ado que je voulais faire du contenu sur les réseaux sociaux. Genre, j'aimais trop... Moi, j'étais trop fan des gens de YouTube, de tous les trucs Golden Moustache, machin. Je kiffais trop tous les podcasteurs à l'ancienne, machin. Et sauf que j'étais en mode... Moi, j'ai envie d'en faire, mais je n'ai rien à me proposer. J'avais rien de particulier à faire. Et en fait, j'ai commencé grâce à TikTok. J'ai commencé sur TikTok. Okay. Parce que TikTok, c'était des formats... Enfin, maintenant, c'est plus trop le cas, mais c'était des formats courts où tu parlais pas. Et donc, c'est beaucoup moins impressionnant que le OG YouTube. Que Instagram, où c'est beaucoup... Enfin, où c'était encore... C'était les photos. Il y avait... Je sais même pas s'il y avait déjà les réels à ce moment-là. Enfin, du coup, Instagram, il faut prendre la pause, enfin, c'est encore c'est un autre level. Mais moi, c'était vraiment grâce à TikTok. Et j'ai commencé à un moment où j'avais pas de cours et où j'étais chez mes parents. Et en fait, t'as commencé à faire du contenu sur quoi? Genre, est-ce que le féminisme, les causes politiques, c'est un truc qui s'est imposé très rapidement à toi, ou au début c'était strictement genre make-up et fashion quoi? Ouais, en gros, au tout début, ce que je faisais, c'était make-up et fashion. Et c'est exactement le bon terme, ça s'est imposé à moi, dans le sens où je me suis très vite pris des critiques sur mon physique. Quand j'ai commencé, j'étais brune, je n'avais pas de mono-sourcils. Donc déjà, là, les critiques se sont développées dans un autre sens. Mais déjà, je me suis pris des critiques sur ma pilosité. Et donc, en fait, ça s'est imposé à moi dans le sens où la première vidéo que j'ai faite où je parlais, c'était pour répondre à des commentaires négatifs. Ah ouais. Ouais. Au bout de pas très longtemps, ça faisait peut-être 1 mois et demi que je postais. Ça faisait pas très longtemps. Et avant ça, j'avais posté que des vidéos où je parlais pas. Et c'était mode et make-up. Genre, tu dirais que du coup... Parce que je trouve ça intéressant en vrai, parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'impact que les réseaux ont sur notre perception de notre physique, c'est toujours quelque chose qu'on aborde comme quelque chose qui nous crée des complexes et qui nous enferme un peu plus dans les archétypes de beauté et tout, à juste titre. Mais est-ce que toi, t'as le sentiment que ça t'a permis peut-être, en vrai, d'exprimer ton sens de la mode, que ça t'a peut-être donné une plateforme en fait pour t'affirmer, ce que t'aurais fait moins facilement si t'avais pas les réseaux? Je pense que c'est un peu des deux parce que si j'ai réussi à commencer sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'à ce moment-là, je me sentais prête à m'exposer. Parce que avant ça, je sais que j'aurais pas eu les épaules pour poster et tout. Et du coup, le fait de commencer à poster, ça fait que j'ai consommé de plus en plus de TikTok, surtout. Que j'ai découvert de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux dont j'appréciais le contenu et des personnes qui m'ont fait, moi, développer mon sens du style, développer ma créativité et tout. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Mais effectivement, au bout d'un moment, à la fois, notamment les critiques, ça peut faire que tu as envie de, du coup, limiter les critiques et ne plus faire ce pourquoi on critique. Et en même temps, du coup, moi, ça me donnait plus la niaque aussi de... En fait, il y a des gens qui me disent ces critiques-là à moi
et ça fait 10 ans que je lutte contre moi-même pour accepter certaines choses et tout. C'est pas vous qui allez me faire redescendre au point de départ. Donc c'est un peu... ça va dans tous les sens en fait. Mais comment t'expliques du coup que genre pour toi ça a été un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux? Parce que c'est genre, je sais pas, ton éducation à genre certains sujets féministes ou tu vois? Bah, moi, mon féminisme, il est vraiment né des réseaux sociaux. Ok. Twitter, surtout. Voilà, c'est assez marrant parce On que... adorerait que ce soit le cas des masculins parce que... Je te jure. C'est assez marrant parce que Twitter, c'est souvent décrit comme le pire réseau social. Enfin, il y a énormément de gens qui disent ça. Ouf. Twitter, c'est l'enfer et tout. Moi, Twitter, c'est... Enfin, sans Twitter, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Genre, vraiment, Dingue. c'est assez ouf. Genre, c'est sûr. Parce que c'est via Twitter que je me suis éduquée au féminisme beaucoup. Notamment au féminisme qui n'est pas du white feminism. Parce que, pareil, sans Twitter, enfin, je serais restée dans un truc très auto-centré. Et sur Twitter, j'ai découvert ce que c'est que l'afroféminisme, ou enfin, de manière générale, le féminisme des femmes racisées, le féminisme des femmes trans. Enfin, alors que sans Twitter, jamais de la vie j'aurais vu ça. Enfin, bon, en grandissant d'autres manières, tu vois, mais voilà. Et du coup, ça a beaucoup cultivé chez moi ce truc de sororité sur Internet, je pense. Et même s'il y a toute l'horreur du monde sur les réseaux sociaux quand tu t'exposes, j'ai quand même beaucoup de positivité qui en découle. Après, c'est un peu dur parce que souvent, c'est ça, c'est genre, t'as un verre d'une boisson délicieuse et t'as une goutte de poison et tu peux plus boire le verre. C'est un peu ça, les réseaux sociaux, parce que, bah, en fait, tu reçois plein de commentaires gentils et t'as un commentaire méchant et ça te plombe ta journée. Mais bon, c'est essayer de garder les pieds sur terre et de se dire, genre, en fait, il y a plein de gens qui me disent des trucs horribles, mais les vrais trucs qui ont de la valeur, les vrais messages qui ont de la valeur, c'est les gens gentils. Et c'est à eux que j'ai envie de plaire, entre guillemets, ou en tout cas, c'est de eux dont ça me fait. Enfin, dont les commentaires ont de l'importance. Un cercle vertueux dans le sens où ça me pousse quand même à je pourrais le dire comme ça, mais à essayer de plaire à ces gens-là, même si c'est pas tout à fait ça. Et il y a un truc aussi de défiance, genre de... En fait, vous me dites de pas ressembler à ce à quoi je ressemble, mais ça me donne encore plus envie d'y ressembler. Et tu trouves que ton rapport aux commentaires négatifs, il a beaucoup évolué dans les dernières années ou pas? Pas tant. Ah ouais? Ouais. Pas tant, parce que dès le début, quand j'ai commencé, je savais à quoi m'en tenir. Euh, C'est-à-dire que je sais que, par exemple, les gens qui me disent de m'épiler, que ça a aucune valeur. Rationnellement, je le sais. Et au niveau de ce que ça me procure émotionnellement, ça a pas tant évolué dans le sens où je sais que ça me plombe. Malgré tout ce que je peux dire, ça me plombe. Et je sais que ça a un impact assez, comment dire, pernicieux, enfin c'est en permanence dans mon cerveau, tu vois, c'est pas genre je vois un commentaire méchant et ça me plombe ma journée, c'est je sais que tous les jours je reçois des vagues de commentaires méchants et même si je me dis que ça a pas de valeur, bah en fait ça crée des petites voix dans ma tête, c'est comme si chaque commentaire c'était une petite voix dans le fond de ma tête, tu sais, qui de temps en temps est là. Mais ça, du coup, c'est depuis le début. Enfin, et ça, j'arrive pas à passer au-dessus et je sais pas si c'est possible de passer au-dessus. C'est ouf parce que, perso, dans mon rapport aux commentaires négatifs, vu que TikTok, ça a marché de façon très soudaine, j'étais pas du tout préparée à recevoir ça. Et je me souviens que la première vidéo sur laquelle j'en ai reçu une quantité terrible et surtout des très vilains, c'était sur une vidéo qui parlait de la virilité. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que les moments où j'allais me prendre le plus de commentaires négatifs, c'était quand j'allais parler de féminisme. Et en dehors de ça, ça allait être sur mon physique, mais sur des trucs hyper bêtes, tu vois, genre 75 personnes qui débattent sous un commentaire de si j'ai un nez bizarre ou pas, tu vois. Et toujours toujours en disant elle. Enfin, oui. Je suis là, genre, c'est clair. J'ai tout vu, genre. Ça, c'est vraiment la dépersonnalisation. En fait, ils pensent que les gens qui voient à travers leurs écrans, c'est pas des vraies personnes. Et enfin, sur notre compte. Ouais, t'as un peu l'impression que que tu fais partie d'un freak show. Oui. Et que les gens sont en mode ah, mais ce truc-là, il est bizarre. Son œil, il est chelou et tout. C'est vraiment un sentiment bizarre. Et du coup, le fait que ça arrive tout particulièrement quand je traitais des sujets liés au féminisme,
enfin, j'ose pas imaginer le sentiment que ça te provoque quand, genre, tout ton contenu est tourné autour de ces questions-là, tu vois. Genre, même par exemple, Abrèche-Sœur, je vois des vagues de trucs atroces, tu vois. Oui, c'est horrible ce qu'elle se prend. Qui me font me dire. Et c'est. Bon, je me dissocie de cette femme, mais tu vois, Marion Séclin, à l'époque, je me souviens que quand elle avait commencé, elle s'était fait essentiellement connaître, en tout cas de ma vision des choses, du fait du harcèlement qu'elle subissait, et je trouve ça fou quand, je sais pas, Marion Séclin, elle faisait ses vidéos, genre elle a buzzé il y a 10 ans, non? Ouais, c'était à peu près ça. Moi, Marion Séclin, c'est une des personnes qui a fait la personne que je suis. Enfin, ces vidéos-là qui étaient sorties avec Mademoiselle, j'étais au lycée, je pense, ça devait être 2017, 2016, donc il y a 10 ans, je pense, ouais. Et tu vois, je trouve ça fou que, en fait, les personnalités féministes d'internet d'aujourd'hui vivent le même niveau de violence qu'il y a 10 ans. Ouais, c'est le même pressing, voire pire. Ouais. Parce que Marion Séclin, c'était ça, c'était la vidéo du Raptor dissident qui parlait d'elle, qui décryptait tout, qui disait que c'était une féministe aux cheveux bleus, machin. L'argument, voilà, qui est là, qui est un argument. De Gambert. C'est ça, soi-disant, enfin bref. Là, à Bréchère, ouais, c'est ça, hein, et c'est terrible. Et d'ailleurs, l'autre jour, adorable, j'ai une vidéo pareil qui a un peu percé à la négative où je me suis pris plein de commentaires horribles et elle m'envoie un DM pour m'envoyer du soutien et me dire j'espère que ça va et tout. J'étais là, mais tu te prends la plus grosse vague de cyberharcèlement de tout le TikTok français en ce moment, je pense. Et tu prends le temps de te préoccuper. Non, mais enfin, la folie, j'étais là, genre. Et comment est-ce que tu. Attends, j'essaie de réfléchir à comment je vais tourner ma question. Donc, le travail de l'influence ou de la création de contenu, peu importe comment on l'appelle, c'est un travail d'image qui implique que du coup, t'as un regard qui est constamment sur toi, le regard des autres, ou alors genre juste le regard de toi-même dans le retour de ta caméra. Et je trouve que quand t'es une femme, ça peut être très très challengeant, parce que on est un peu socialisé à apprendre à répondre au regard de l'autre et à lui plaire. Toi, c'est intéressant parce que d'un côté, j'ai l'impression que, de ce que tu me dis, la création de contenu, ça a pu être très émancipant. Mais est-ce que tu as encore le sentiment que tu essaies de convenir à un regard, voire même à un male gaze dans tes vidéos? La question du male gaze, elle est un peu... c'est un peu compliqué, c'est un truc qui me questionne en permanence. Parce que je sais que l'obsession d'être belle, c'est un truc qui me quitte jamais. Genre, ou en tout cas, le truc de me demander si je suis belle ou pas. Il y a des jours où je me dis, c'est pas grave si aujourd'hui je suis pas belle, mais c'est jamais pas une question. Et ça j'en ai marre, enfin c'est fatigant, genre, parce que je me dis, mais... Enfin, ce que je me dis beaucoup, c'est est-ce qu'un homme se poserait les mêmes questions ? Oui. C'est un truc qui à la fois m'énerve et à la fois est une solution à beaucoup de mes problèmes. De plus en plus de... Je sais pas, quand je me pose des questions, je suis là genre, attends, pose-toi 2 secondes, demande-toi si un homme ferait pareil. Si la réponse est non, c'est que ça en vaut pas la peine. Le fait de correspondre au male gaze ou pas, moi je sais que... Enfin, j'arrive pas à me détacher du fameux male gaze. Enfin, même si... D'un côté, je m'en détache de plein de façons, de par la couleur de mes cheveux, de par le fait que je garde une certaine pilosité, etc. Ça, c'est plein de façons de se détacher du male gaze. Et en même temps, il y a plein de choses que j'ai du mal à lâcher. Je sais pas, par exemple, quand je vais en soirée et que j'ai envie de m'habiller sexy et de me trouver belle et tout, je sais que c'est... Enfin... Tu vois, je me plais à moi et tout, mais je sais qu'il y a quand même un truc de conventionnellement... Enfin, je reste sexy conventionnellement, tu vois. Et quand je le suis pas, j'en ai conscience et j'ai du mal à me dire, c'est ok, j'ai envie d'être comme ça. Genre, il y a des fois où j'ai des pensées mais hyper violentes envers moi-même. Genre... Enfin, je pense à ça parce que ça m'est beaucoup arrivé en contexte de soirée de me dire ce genre de choses. Dans le quotidien, un peu moins, mais... En soirée, notamment parce que t'as potentiellement des contextes de drague et tout, où, je sais pas, de voir un mec qui vient me draguer,
et de limite me dire que c'est pas possible qu'ils viennent me draguer, tu vois. Genre de me dire des trucs comme ça. Alors que pourtant, je me trouve fraîche. Genre, je sors de chez moi, je me trouve fraîche. Je sais que, je sais pas, si mes potes me font des compliments et tout, je sais que c'est sincère et tout. Mais du coup, si ça sort de ma zone de confort, si ça sort de quelqu'un que je connais et tout, je me dis genre, ouais, en vrai, enfin, c'est pas sûr que je lui plaise. Et je sais pas si c'est ok, enfin, souvent je suis ok avec ça, mais il y a quand même un truc de, je sais que je corresponds pas au male gaze sur plein d'aspects, et je m'y raccroche quand même d'une certaine manière. Enfin, Bien sûr. à la fois je m'en éloigne, à la fois je m'en rapproche en permanence. C'est vraiment le yo-yo constant. Et comment t'arrives à savoir... Enfin, ça, c'est un truc qui me fait grave me questionner. Perso, la mode, ça a toujours été un peu... c'est un truc qui me fascine, mais j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser particulièrement. Et je sais que quand j'étais plus jeune, mes 18-19 ans, tu vois, sans m'en rendre compte, en fait, je me sexualisais énormément et j'allais chercher des habits qui allaient répondre justement à ce male gaze, tu vois. Genre, fallait toujours que je mette un truc un peu décolleté ou un peu moulant et pas avec des motifs trop criards parce que les hommes, ils aiment pas ça, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à déconstruire ça un petit peu. Je sais pas, j'ai découvert le féminisme. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, attends, c'est chaud d'être une femme. Et j'ai commencé à m'habiller autrement et presque à aller à l'extrême inverse, où je mets beaucoup de trucs très très larges. Et parfois, je me pose même pas la question, alors que je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Et en fait, je me rends compte que je suis incapable de développer un sens du style et de ce qui me plaît sans comparer ça à ce qui est désirable, soit par les hommes, soit par mon groupe d'amis de bobos parisiens qui traînent à Belleville, tu vois. Genre, j'ai toujours besoin de me poser cette question. Et par exemple, faire du shopping avec des potes, c'est un truc qui me terrifie. Parce que j'ai trop peur. En fait, j'ai l'impression que je dois réfléchir plus en fonction de ce qui va plaire à l'autre qu'à moi. J'ai l'impression que si la personne regarde bizarrement ce que je vais lui montrer, c'est un peu un échec, tu vois. Et en fait, j'ai ce truc-là de me dire, j'ai l'impression que j'arrive pas à comprendre ce que j'aime. Et du coup, toi, est-ce que t'en es arrivé à un moment où t'arrives à définir ce que c'est que ton style parce que t'as réussi suffisamment à t'émanciper de ces regards sociétaux-là, quoi. Je pense que mon sens du style aussi, c'est en partie développé avec TikTok et les créatrices de contenu que je suis. Notamment, vraiment, mes deux stars. C'est une créatrice de contenu qui est mexicaine, qui fait des vidéos en anglais, qui s'appelle Benelux. Vraiment, voilà, je rends à Benelux ce qui est à Benelux. C'est grâce à elle, en grande partie, que j'ai voulu me lancer sur TikTok et que j'ai développé mon style assez maximaliste. Et Zoé Otuki, qui est du coup créatrice française, qui fait des tenues très colorées, très vintage et tout ça. Donc ces deux créatrices de contenu-là ont vraiment eu beaucoup d'influence sur moi, et pas tant dans la façon, enfin, pas tant dans le fait de vouloir genre copier ce qu'elles faisaient, mais plus dans le fait de me dire waouh, j'adore ce qu'elles font et ça m'inspire pour faire mes propres choses. Par exemple, Benelux, quelque chose qu'elle fait beaucoup, c'est de pousser à la créativité. Elle dit beaucoup thinking out of the box, donc voilà, penser en dehors des cases. Du coup, par exemple, je sais pas, mettre une chemise pas du tout enfiler les deux manches, enfin la mettre d'une autre façon où tu t'en fais un top sans manches et tout. Et le fait de la voir faire ça, ça m'a poussé à par exemple, j'avais fait une vidéo qui avait trop bien marché quand je l'avais sortie du coup il y a 3 ans, c'était au début, où j'avais réussi à me faire un top avec des masques en tissu, genre Génial. des masques de la ville tout pourris. Upcycling. Et ouais, trop marrant, j'ai jamais porté ce truc, mais genre vraiment je l'avais mis en mode un peu comme si ça faisait un maillot de bain, tu vois, genre trop marrant. Et ça, c'est parce que vraiment j'ai regardé ces masques qui servaient à rien, genre qui étaient des masques pourris, enfin qui protégeaient rien du tout. Qui n'ont jamais été utilisés. Ouais, qui n'ont jamais été utilisés. Et j'étais là, genre, mais qu'est-ce que je pourrais en faire et tout. Et jamais je me serais posé cette question-là si j'avais pas bouffé des vidéos et des vidéos de elle qui dit think outside the box, tu vois. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'acheter en seconde main, d'arrêter d'acheter du neuf, parce que en fait, c'est là que tu trouves des trucs plus uniques, que tu réfléchis un peu plus aussi à si tu prends pas.
parce que en fait l'article il y en a qu'un et du coup qu'est-ce que tu veux, tu peux pas le rendre aussi souvent dans les trucs de seconde main, donc tu te dis pas je l'achète et au pire je le rends à la semaine prochaine. C'est plus conscient quoi. Ouais, c'est plus conscient. Et bah je trouve aussi dans les trucs vintage t'as beaucoup plus de couleurs souvent. Maintenant ouais, je dirais que j'arrive à connaître mon propre style et c'est aussi beaucoup pour ça que souvent parfois quand des marques ou même des petites créatrices me proposent de m'envoyer des produits, parfois j'ai peur parce que je sais que j'ai des goûts très précis. Ouais. Et parfois j'ai peur parce que bon, quand c'est des marques qui ont des gros budgets et tout, ça me préoccupe un peu moins, mais parfois c'est, je sais pas, des petites créatrices de bijoux et je me dis genre j'ai très peur des surprises parce que si j'aime pas, je vais jamais le mettre et je vais pas réussir à me forcer à le mettre parce que vraiment c'est soit j'adore, soit ça me plaît pas du tout. Ouais. Et donc ça me terrifie parce que bah, c'est du travail de personnes qui mettent du cœur et tout et qui en attendent de moi, donc voilà. C'est pas une question piège. Mais genre, tu vois, souvent je trouve que quand on fait du contenu engagé, dès que t'es engagé politiquement sur des questions, tout te paraît être une contradiction. Et c'est hyper difficile de naviguer chacune des décisions que tu dois prendre. Par exemple, moi j'ai un peu ce truc de me dire, j'essaie de faire de l'information, mais je suis pas journaliste. Et je le fais sur une plateforme avec genre un algorithme qui est hyper problématique de 100 000 façons différentes. Est-ce que toi, parfois tu te poses des questions sur ces contradictions-là, genre je sais pas, par exemple le fait que tu sois une bonne grosse gaucho en puissance, et merci pour ça d'ailleurs, mais que bah, forcément tout le contenu lié à la mode attire beaucoup de marques ou pose des problèmes liés à la consommation, tu vois. Ah bah si, bah c'est des questions constantes. Enfin vraiment, déjà être influenceuse de gauche, c'est voilà, c'est un très bel oxymore. Enfin, c'est très, c'est compliqué, c'est un non-sens et j'en ai très bien conscience. Moi, j'accepte le fait que je suis contradictoire et j'essaye de porter ces contradictions dans la mesure où je me dis que ça ne porte pas préjudice à d'autres personnes. Parce que, je sais pas, par exemple, bah, dans le choix des marques avec qui je collabore, évidemment, je ne collabore pas avec des marques comme, je sais pas, Shein, tu vois, des trucs horribles de façon très évidente. Et en même temps, donc il y a des collabs que je refuse quoi qu'il en soit. Et d'un autre côté, bah, il y a des choses qui peuvent être compliquées. Enfin, des marques où, par exemple, notamment par exemple dans le make-up. Donc le make-up qui est une très grosse industrie, tout ça. Il y a plein de marques qui font des super choses, qui sont des marques indépendantes et tout ça. Ces marques-là, elles n'ont pas de budget. Exactement, ouais. Enfin, c'est toujours le même problème. Enfin, je dis le make-up, mais toutes les marques en fait. Les petites marques sympas qui font des trucs bio, éthiques, des petites teams, machin, elles n'ont pas de budget. Bon bah voilà, ok. Et à côté de ça, bah t'as les grands groupes, les multinationales qui appartiennent, les marques qui appartiennent au groupe L'Oréal, les marques qui appartiennent à Vuitton, LVMH, tous ces groupes-là. Et eux, ils ont du budget. Et en même temps, bah, pour continuer à faire de ça mon métier, pour continuer à produire du contenu, bah, il faut bien recevoir un salaire à un moment. Et en même temps, bah, y a des entre-deux à trouver. Par exemple, pour dire les termes, notamment, il y a plein de gens qui critiquent les créatrices de contenu qui travaillent encore avec le groupe L'Oréal. L'Oréal, c'est, je sais plus si c'est numéro 1, en tout cas, c'est un des. Bon, je pense que c'est dans le top 3 multinationales autour du make-up et de la cosmétique. J'ai pas dit, mais du coup, qui critique L'Oréal par rapport à la Palestine. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup questionnée parce que, notamment, la première marque avec laquelle j'ai eu de la part de qui j'ai reçu des colis, c'était NYX, donc NYX qui appartient au groupe L'Oréal. Et ça m'a énormément posé de questions parce que donc moi, j'ai jamais été payée par NYX ou par le groupe L'Oréal. J'ai reçu des produits et j'ai été invitée à des événements, mais j'ai jamais eu de contrat rémunéré. Et du coup, la question se pose de est-ce que je continue à travailler avec L'Oréal parce que en fait, je fais pas énormément d'événements d'influence et la majorité des événements que je fais, c'est avec NYX, donc ça me permet de rencontrer des gens et ça reste mon travail. Donc cette question-là se pose,
ça permet d'avoir des opportunités. Si j'arrête d'utiliser les produits NYX que j'ai, bah en fait, c'est les 3/4 de mes produits de maquillage parce que j'ai pas des contacts avec tant de marques que ça. Donc, en fait, est-ce que j'arrête d'utiliser tous les produits que j'ai? Ça pose plein de questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Parce que, alors, le choix que j'ai fait de un peu mettre ces questions-là de côté, même si d'un autre côté j'ai beaucoup parlé de la Palestine, c'est notamment parce que le groupe L'Oréal n'est pas sur la liste BDS, qui est une liste courte. Je le dis honnêtement, c'est la bonne excuse, hein. Ça m'arrange bien que ce soit pas sur la liste BDS parce que ça me permet de pas trancher la question. Et j'ai pas eu d'opportunité de collaboration rémunérée depuis le 7 octobre 2023. Donc j'ai pas eu à trancher la question non plus. Ouais, en fait... Et c'est hyper compliqué. Ce que je trouve aussi frustrant dans ces questions-là, c'est que, donc bien sûr, tout le monde a une responsabilité individuelle dans sa consommation, et encore plus quand t'es créateur de contenu. Et moi je crois peu en notre potentiel d'influence sur la mode de consommation, mais si les marques sont prêtes à payer pour qu'on fasse des pubs, ça veut dire que quelque part il y a des gens qui, in fine, achètent. En fait, ce que je trouve d'autant plus frustrant, c'est que ces questions-là, elles sont majeures et elles sont toujours portées par des créateurs de contenu qui sont petits, pour qui un contrat peut permettre de payer un loyer ou permettre de faire du contenu pendant plusieurs mois, tu vois. Mais jamais porté par des grandes personnalités de l'influence qui ont de toute façon des épargnes gigantesques et on se fait pas du tout de soucis parce que la majorité de leur contenu aujourd'hui est publicitaire. Il y a un truc frustrant où tu vois, je me dis il y a cette vidéo que je pourrais pas faire mais qui va être payée 500 €. Et 500 € pour je sais pas, Léna, situation c'est rien. Pour moi c'est presque le montant de mon loyer. Je m'impose un peu une hygiène morale dans le tri de mes placements de produits parce que c'est aussi mes convictions et parce que c'est important. Mais en fait, il y a un truc hyper inégalitaire dans les attentes qu'on a des personnes. Où on se dit qu'un giga gros influenceur, de toute façon, il a jamais promis qu'il allait être engagé sur aucune question. Donc on accepte qu'il continue de jouer avec les règles du jeu. Ouais, c'est ça. Et des petits influenceurs qui n'ont pas les mêmes moyens, quoi, doivent se poser ces questions à juste titre, mais je pense que tout le monde devrait se les poser en fait. Enfin, on devrait avoir une exigence morale encore plus haute pour les gros influenceurs, quoi. Je comprends que ça puisse générer de la colère et tout, et il y a d'autres personnes qui m'ont demandé des comptes sur ces questions-là, où je comprends, tu vois, et je comprends qu'on demande des comptes aux créateurs de contenu et tout, et je pense à une de mes copines créatrices de contenu, je sais pas si tu vois qui c'est, Tess Mu, qui fait du make-up. Ouais. Et du coup, elle, c'est pareil, elle en avait pas mal parlé aussi, elle s'était pris, il me semble que c'était par rapport au fait qu'elle travaillait avec NYX aussi, des gens qui lui étaient tombés dessus, alors que, en fait, les gens, ils aiment trop tomber sur les créatrices de contenu précaires. Tess, en l'occurrence, qui est une meuf, tout court, qui est noire, qui est lesbienne, qui parle de son handicap sur les réseaux sociaux et qui dit vraiment assez souvent qu'elle vient d'un milieu précaire et tout. Et il y a des gens qui sont là à l'engueuler parce que elle a fait un petit contrat avec NYX et tout. Encore une fois, je comprends que les gens demandent des comptes. Oui, puis je pense qu'il y a aussi une notion de quelque chose qu'on devrait presque interpréter positivement, de se dire y a des gens engagés pour qui ça tient aussi à cœur, qui me font confiance et qui donc considèrent que tu vois, un créateur de contenu hyper lucratif qui fait un partenariat avec une entreprise sur lesquelles on a des interrogations, personne ne se pose la question et personne ne va même prendre le temps ni l'énergie de le contester, tu vois. Le fait qu'il y ait encore des gens qui puissent contester ça sur ton contenu ou sur celui d'autres créateurs engagés, je trouve que c'est plutôt bon signe en fait. C'est que les gens ont des exigences parce qu'ils te font confiance vis-à-vis de certains trucs. Et tu vois, je suis pas du tout contre le fait qu'on me demande des comptes sur ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je le comprends, et notamment parce qu'il y a cette confiance-là qui est placée en moi. Des fois, je reçois des commentaires hyper touchants. Quand je parle parfois de produits, où c'est des collabs rémunérés, où ça m'est déjà arrivé de recevoir des commentaires genre
ah bah puisque c'est toi, enfin je te fais confiance, tu vois. Et c'est énorme que quelqu'un dise ça, enfin on ne se connaît pas, tu vois. Et du coup c'est une responsabilité de ouf, et donc quand ça va pas dans le sens des gens, c'est compréhensible que voilà, qui veuillent comprendre pourquoi. Enfin, moi j'ai vu un truc là dans les publicités sur TikTok. Ouais. Genre des marques, des marques d'outils d'épilation, je sais pas comment on appellerait ça, genre de rasoir ou Ouais. de. Qui genre font des pubs aujourd'hui. Avec, genre les pubs commencent en gros par c'est super mal le fait qu'on force les filles à s'épiler. Ou genre, moi la première fois que je me suis épilée, comme toutes les filles, c'est quand je me suis fait harceler au collège parce que j'avais des poils. Et je me dis, mais genre, comment déjà, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent penser. Comment, genre, la finalité du message. Genre, comment tu penses que ton message, genre, peut avoir une fin marketing pour toi. Ouais. Mais surtout, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent penser qu'il est pas évident genre, que tout le monde va pas se dire waouh, ils instrumentalisent totalement la cause, genre. J'ai reçu une invitation de la part d'une marque d'épilation pour un event. J'ai pas eu à faire le choix de si j'y allais. J'étais un peu curieuse, mais dans tous les cas, je travaillais donc je pouvais pas y aller. Donc j'ai pas eu à me poser la question de si j'y allais ou pas. Franchement, c'était pas catégorique pour moi parce que j'étais un peu curieuse de. Ouais, de comprendre. Dans la mesure où aller à un événement ne n'oblige pas à créer du contenu, j'aurais pu. Enfin, j'ai pas exclu la potentialité d'y aller pour, je sais pas, voir ce que c'était. Enfin, j'étais un peu là, genre, vous avez pas compris pourquoi j'étais là, moi. Enfin, je comprends pas. Ouais. J'ai pas compris. Genre, est-ce que les réseaux t'ont créé des complexes? Genre, est-ce que tu considères que c'est encore des complexes? M'en ont créé, je pense pas. Je pense que ça entretient les choses. Enfin, comment dire? Par exemple, il y a un truc, mais je sais que c'est plein de. Enfin, je sais pas si toi tu reçois ce genre de commentaires, mais plein de meufs de mes copines d'internet reçoivent ça, d'être comparée à un homme. Mais de type. Enfin, tu vois, en grandissant, hors réseaux sociaux, enfin, hors ma propre exposition des réseaux sociaux, je me suis toujours dit que j'étais pas assez féminine, que, je sais pas, que j'avais des poils d'homme, etc. Mais je me suis jamais dit que on pouvait me méprendre pour un homme. Genre, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je me suis toujours dit, voilà. Mais du coup, en m'exposant sur internet, j'ai découvert qu'il y a des gens qui posent des commentaires genre, mais c'est un homme ou une femme? Enfin, moi. Et du coup, ça secoue quand même pas mal. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est énormément de mes copines qui reçoivent ce genre de commentaires dès qu'on sort des normes des filles de magazine. Enfin, dès que t'es un peu trop grosse, dès que t'as un trop grand nez, dès que t'as une mâchoire trop carrée. Enfin, et ça va dans la transvestigation, du coup, où l'autre jour, tu vois, je sais pas, même autant. Enfin, bon, ça va être horrible comme formulation, mais autant il y a des personnes où je comprends dans le sens où, bah, comme moi, elles sortent des normes de beauté, autant même. Enfin, il y en a où jamais de la vie ça m'aurait traversé que quelques haters que ce soit puissent leur dire ça. Je sais pas, genre, je pense à Athéna Sol l'autre jour qui avait une vidéo justement pour parler de ça. Et où elle, le problème, entre guillemets, enfin, le soupçon, c'était sa mâchoire. Et je suis en mode, genre, putain, mais même des meufs où pour moi c'est les archétypes physiques de la féminité, je dis pas du tout ça dans un sens négatif, mais enfin de la féminité des magazines et tout, ouais, voilà. Archétypes, et genre enfin c'est assez fascinant. Donc le fait de comprendre que c'était vraiment systématique, quasi systématique, ça m'a un peu, ça a fait redescendre le truc quand même. Tu vois, pareil, un truc qui revient beaucoup, c'est les gens qui critiquent ma moustache. Et pareil, genre ça a toujours été un gros complexe, mais je me suis jamais dit que genre ça sautait aux yeux quand on me regardait que j'avais un duvet foncé au-dessus de la bouche. C'est ouf parce que ça c'est vraiment la première remarque qui m'a un peu trauma sur mon physique. Ah ouais? Genre, mais c'était même pas sur les réseaux quoi, j'étais genre au collège. Et je sais pas, je devais être genre en 6ème ou en 5ème. Déjà une période où les attendus sont tellement genre déformés, où genre on te dit que t'es plate alors que t'as littéralement 12 ans genre. Ouais. Et il y avait un mec qui était genre en 3ème, enfin un grand tu vois, en fait il parlait de moi en garçon, genre il.
J'étais genre de table à côté et à un moment donné, il y en a une, elle dit c'est une fille. Elle dit mais non, mais jamais de la vie c'est une fille, ça et tout. Et je me souviens que j'étais mais traumatisée. J'en avais parlé à personne, sauf à ma mère, parce que j'avais l'impression que tu sais, si je le disais aux gens, ils allaient dire mais c'est vrai qu'en fait, elle ressemble à un garçon. Ah ouais, je comprends. Et après ça, j'avais un peu cette obsession en étant petite où genre je faisais hyper. Parce qu'ils avaient dit que je ressemblais à Mowgli. Du coup, je faisais hyper attention à mes cheveux. Je voulais avoir les cheveux genre de fille. Ouais. Enfin, parce que ça veut dire, genre j'avais déjà les cheveux longs, c'est ce qu'on attend normalement d'une fille, tu vois. Et genre je mettais tout le temps des boucles d'oreilles où je voulais avoir des marqueurs de la féminité. Mais même pas des marqueurs du coup comme tu peux les développer plus tard qui sont très sexualisés et tout, genre juste limite mettre du rose pour qu'on se dise ah elle c'est une fille et qu'il n'y ait pas de doute, tu vois. Et le deuxième truc qui m'avait grave marqué, c'était typiquement une histoire que Vania ou je ne sais quelle entreprise adorerait pour une publicité, où genre j'étais en cours et il y a genre mon camarade qui était un de mes meilleurs potes, en plus c'est encore mon pote aujourd'hui, qui avait fait tomber genre son stylo par terre et qui le ramasse et moi j'avais mes jambes. Et il avait vu mes jambes et il avait dit ah mais t'as les jambes pleines de poils et tout, va falloir que tu t'épiles. Et ça m'avait traumatisée. Le soir même j'étais arrivée, en plus je n'osais pas trop en parler à mes parents et tout. Du coup j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour comprendre comment ça se passait et tout. Et aujourd'hui, perso je m'épile toujours. Je me mens pas, je sais que je le fais pas pour moi-même. Je sais totalement pourquoi je le fais. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, en dépit du fait que j'ai un entourage ultra féministe, que même je sais que typiquement ça poserait aucun problème à mon partenaire si demain j'arrêtais de m'épiler, bah je suis incapable de genre arrêter de le faire. Ouais, mais changer son rapport à son propre corps, c'est tellement dur. Enfin, tu vois, même moi, j'ai arrêté de m'épiler depuis... On est quoi là, en 2025, depuis 2017, genre. Et ça m'arrive encore que ça me... Quel est le bon verbe? Ça me questionne, que ça m'interpelle. Si dans la rue, notamment en été, quand on a les jambes découvertes, de me voir à côté d'une meuf épilée et ou du coup de sentir qu'il y a un décalage, de me dévaloriser un peu, de me dire que je suis moins élégante, enfin tu vois, des trucs comme ça. Alors que, enfin vraiment, je ne me suis pas épilée du tout les jambes mais je sais pas quand c'était là, genre 2020. Ça fait 5 ans que je me suis pas du tout épilé les jambes. Et du coup, ça a été genre... Est-ce que pour toi, ça a été... genre, un jour, tu t'es dit, ah, là, j'ai envie d'arrêter parce que genre, ça va à l'encontre de mes principes, ou juste ça me fait chier. Ou est-ce que c'est graduellement, enfin, comment t'as... C'est venu assez graduellement, c'était d'abord les jambes. Où j'ai commencé en terminale. L'hiver de la terminale, je me suis pas du tout épilée. Et l'été arrivant, je me suis pas épilée. Et je me rappellerai toute ma vie de moi qui arrive au lycée, les jambes pas épilées, où j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Pas du tout. Personne n'en avait rien à foutre. Enfin, vraiment, je n'étais pas le centre du monde. En plus, j'étais dans un énorme lycée surrangé. Enfin, personne qui avait personne. Enfin, voilà, pas le petit lycée de campagne où tout le monde scrute et tout, vraiment pas ça. En cours, j'avais l'impression que mes potes me regardaient, enfin voilà, alors que non, vraiment pas. Et du coup, c'était la première fois que je suis sortie pas épilée des jambes. Et je me rappelle plus trop si je m'étais épilée cet été-là au final ou pas. Mais je crois pas, enfin en tout cas, j'avais fait au moins une bonne partie de l'été pas épilée. Et j'avais réépilé, je sais plus trop pourquoi, enfin à un moment, voilà, j'en ressentais le besoin à nouveau. Et du coup, ça s'est un peu transformé en un truc de genre, je m'épile, mais je m'épile chez l'esthéticienne. Avant, j'avais toujours fait au rasoir, mais du coup, je le fais genre 2 fois par an. Donc, j'ai fait ça, je pense, pendant peut-être 2 ou 3 ans, où je le faisais vraiment pas beaucoup. Et pas forcément à l'arrivée de l'été, enfin, c'était plus voilà, un truc de bon, bah là, j'ai envie de le faire, tu vois. Et voilà, et la dernière fois que j'ai fait, ouais, je pense que c'est 2019, je pense. Du coup, les aisselles, c'est venu au fur et à mesure en même temps que ça, mais pareil, enfin,
J'avais super peur quand je levais le bras en cours. Enfin, je me rappelle de moments où genre j'étais comme ça et parce que j'étais là genre j'ai fait le choix de pas m'épiler. Là c'est un choix, c'est pas juste genre j'ai oublié de m'épiler. Mais par contre, il faut que je franchisse le pas de montrer que j'ai des poils. Ça c'est un autre step. Donc super dur. Et je me rappelle, tu vois, par exemple, du coup en terminale, j'avais franchi ce truc là de ne pas m'épiler les jambes. Et l'année d'après, quand est venu l'été, où du coup j'étais dans un nouveau cercle d'amis, enfin j'étais en prépa et tout, mes amis savaient tous très bien que je m'épilais pas en plus, enfin c'était. Enfin je sais pas, c'était pas du tout un tabou, en plus j'étais vraiment dans un milieu de gros gauchos, donc pas le truc de me dire ils vont me juger et tout. Et bah quand même, genre, première fois où je suis sortie de l'année sans mes. Enfin, les jambes à l'air, genre, c'était le nouveau stress, le même stress que l'année d'avant. Ouais. Enfin, assez ouf. Alors que j'étais dans un milieu hyper bienveillant et que tout le monde s'en foutait. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que t'as l'impression que, genre, les remarques que ça a pu solliciter chez les gens ont évolué, genre peut-être diminué, mais en fait, ça serait peut-être même plus lié à l'environnement que t'as construit autour de toi que c'est ça. au changement des mœurs, quoi. Ouais, vraiment, parce que rien qu'en en terminale, quand j'ai commencé, quand j'ai arrêté de m'épiler, toutes mes potes s'en fichaient. Enfin, j'ai jamais eu de remarques négatives de mon entourage, de mon entourage amical, à quelque étape que ce soit. Et du coup, bah, en grandissant, plus ça va, plus je suis entourée de gros gauchos, donc voilà, normal. Et de copines féministes, tout ça. Et les seules remarques que j'ai eues, c'était ma mère. Remarques négatives. Où ça a été un peu compliqué de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle arrête juste de me faire chier, globalement. Et maintenant, ça pose plus de problèmes et ça permet plus ce genre de choses. Et je sais pas trop si son opinion a changé. Ouais. C'est genre pas un sujet. Non, du coup, j'ai la flemme. Enfin, c'est pas nécessaire. Ça, c'est dingue, genre l'impact des mères. Enfin, perso, je sais que aujourd'hui, pareil, j'ai un entourage féminin qui fait que je pourrais faire à peu près n'importe quoi avec mon corps et mon apparence, que personne ne me poserait de questions. Mais, enfin, ma mère, c'est vraiment genre. Et c'est limite, parfois c'est dans un truc de bienveillance. C'est genre, bah tu veux que je te prenne rendez-vous chez l'esthéticienne? Et t'es en mode. Je me posais pas de questions. Maintenant j'ai toutes les raisons de m'en poser. Rendez-vous pourquoi exactement? Genre, ah, t'as des points noirs, t'as essayé ça? Ou, tu vois. C'est ça. Et c'est tellement. En fait, d'un côté, je le vis. C'est tellement plus assassin, limite, que quand c'est un ami. Parce que une mère, ça t'aime inconditionnellement. Et du coup, ça devrait pas poser ce regard de jugement un peu sociétal sur son enfant. Mais d'un autre côté, quand genre, j'imagine la pression dans laquelle elles ont évolué en tant que jeunes femmes. Bah oui, c'est clair. Genre, t'arrives que à comprendre, quoi. Où c'était. Enfin. À l'époque de ma mère, bah, une femme vraiment féminine, ça met des talons, tu vois. Moi, je vois plus de femmes avec des talons aujourd'hui, j'en vois très peu. Et quand j'en vois, ça m'impressionne. Je suis en mode, waouh, tellement de force. Et c'est ça, c'est souvent en toute bienveillance, de nous rappeler comment on est censé être, mais dans la bienveillance, pour notre bien. Sauf qu'en fait, nous, on est sortis de ça et on n'accepte plus ce genre de commentaires et de. Enfin. Ouais, c'est hyper. Ça a été un peu compliqué avec ma mère à des moments. Elle a jamais été dans le fait de me forcer à faire quelque chose. Mais voilà, des petites remarques, des trucs comme ça. Et ça a fini. Moi, je suis assez sanguine. Et ça a fini en moi qui pète un câble et qui me dit genre, arrête! Enfin, fous-moi la paix, je ne t'ai rien demandé sur l'état de ma curiosité. De type, je sais pas, et des trucs un peu assassins. Genre, une fois, je me rappelle très bien, je venais d'avoir des nouvelles chaussures d'été, des talons d'été, machin. Donc j'étais en robe, je mets mes chaussures et tout, et j'étais en mode, t'en penses quoi, machin. Et elle me dit, ce serait mieux sans les jambes poilues. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Je te demande ton avis sur mes chaussures, pas sur ma pilosité. Mais ça se voulait gentil pour me dire, ce serait plus beau. C'est ça. Même, tu vois, moi, une conversation que j'ai souvent avec mon père, où c'est genre, il va me faire une réflexion sur le fait que je mets
que des trucs larges ou que ça fait pas très femme. Et moi, je lui dis, mais je t'ai sonné la cloche. C'est ça. J'ai posé la question ou pas? Non. Moi, je te parle de la couleur dégueu de ton polo. Non, je t'ai rien dit, tu vois. Il y a encore ce sujet avec mes parents de ouais, c'est ça, est-ce que ça fait assez femme ou pas, tu vois. Alors que moi, je suis à milieu de ça maintenant. Il n'y a plus de rayon homme ou de rayon femme, tu vois, dans les cercles que je fréquente. Et du coup, il y a vraiment une dissonance un peu entre ce que. Enfin, même, on n'a pas la même vision du beau, en fait. Oui. Genre, Oui, c'est ça. tellement pas le même référentiel. Ouais, c'est ça. Et il y a des gens qui ont beaucoup de mal à comprendre que leur vision du beau n'est pas universelle. Genre, dans mes commentaires, parfois, je pense que c'est les commentaires qui m'énervent le plus. Donc, je vais avoir, je sais pas, des gens qui me font des compliments. Et il va y avoir des commentaires genre, oh, les hypocrites dans les coms. Je suis là, genre, mais est-ce que vous captez que vous n'avez pas une vision universelle? Enfin, votre point de vue n'est pas universel. Et ce n'est pas parce que vous me trouvez à chier que tout le monde doit en penser pareil. Enfin, c'est votre droit de pas me trouver à votre goût, mais tu sais, d'aller comment. C'est tellement pernicieux, genre. C'est ouf. Et je trouve que c'est un niveau d'ego qui est incroyable. Enfin. Quel beau mot de la fin, Laurane. Que serait notre société sans l'ego de tout un chacun? Eh bien, je vous pose la question déjà, par exemple, peut-être que je ne ferais pas des vidéos de moi-même sur internet. Ah ah! Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté Laurane. J'ai passé un trop chouette moment ici avec vous, même si ce moment n'existe pas vraiment. C'est une relation parasociale. Vous vous rendez compte là de ce qui nous lie? Et je vous souhaite de passer une bonne journée pour vous retrouver bientôt sur ce podcast ou sur cette chaîne YouTube, peu importe le médium d'information que vous privilégiez. Arrivederci!